Bonjour à toutes et à tous. Je suis timide, hein? Même si la salle n'est pas remplie, mais bonjour, merci. Alors, je m'appelle Yves-Marie Rivalier, donc je suis le coordinateur de l'OSPEM, Observatoire sociopolitique de l'Église de Martinique, qui est né donc en novembre 2016, il y a maintenant 8 ans, ici de cette même salle qui à l'époque était la salle de la Maison des Œuvres. Donc c'est ici que nous avons fait la création à la demande de Monseigneur Macaire. Donc l'OSPEM a été créé donc, après donc, les élections à la collectivité territoriale. Comme je dois faire court. Donc les membres présents sont donc le père Benjamin François-Augrin, qui représente donc l'archevêque au niveau de l'OSPEM. Il aura une intervention à faire tout à l'heure dans ce débat. Alors Muriel Delbé, également Jeanne-Michael Céléla, Julie, elle accueille. Et puis on a deux absents, donc Michel Marty qui est dans l'Hexagone qui revient aujourd'hui. Et puis un absent mais qui s'est fait remarquer parce qu'en fait il a laissé du jus de groseille pour vous à la fin de voilà, donc c'est quand même, il a quand même affirmé sa présence même s'il n'est pas là, donc c'est José Séraphin. L'émission de l'OSPEM, rapidement, jeter un regard chrétien sur différents sujets sociaux et économiques qui affectent le département, sensibiliser les différents acteurs sociaux et politiques à une approche chrétienne de l'homme, promouvoir un art de vivre chrétien au cœur de notre société. Et pour mener à bien ces missions, l'OSPEM met en place différentes actions, des temps de réflexion, l'organisation de conférences de table ronde et de récollection, comme pour aujourd'hui la table ronde, l'élaboration de statistiques, et l'édition de cahier de l'OSPEM. Le premier a été fait donc, en 2019, donc, à l'issue d'une conférence qui s'est faite dans cette salle cette fois-ci, mais qui était à l'ICA, sur l'identité martiniquaise. Donc le premier cahier est sorti, donc le premier cahier est sorti sur l'Église et l'esclavage. Nous avons peut-être quelques exemplaires, mais qu'on n'a pas pu amener. Donc si vous souhaitez en avoir, on va prendre vos coordonnées. Et donc le deuxième cahier, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sortira, il est en gestation. Il sortira très bientôt, donc on essaye au plus tard au mois de mai 2025, comme ça concerne l'identité martiniquaise. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas essayer de le sortir avant. Je voudrais remercier Madame Toul qui a accepté au pied levé de remplacer une intervenante. Donc on l'accueille. Prenez place, Madame Toul. Je voulais également dire que donc remercier également Lilian, donc un jeune Lilian et Mathias qui sont chargés donc de faire la captation donc de cette conférence, puisque maintenant quand on ne peut pas se déplacer, au moins il y aura un montage qui sera fait. Donc je ne vais pas être trop long parce que j'avais prévu de pas rester longtemps. Donc je vais passer la parole maintenant donc au directeur de l'ICEA, M. Monique Alix, que nous remercions de nous accueillir et que nous remercions également pour sa participation, puisqu'il va vous présenter en quelques mots l'ICEA, qui sera suivi donc par Mme Magali Moutoussami qui animera les débats, donc qui fera la présentation des intervenants. Je passe la parole à M. Monique Alix. Merci beaucoup, bonjour à tous et bienvenue à l'ICEA. Alors je crois comprendre qu'il faut faire court, donc on va essayer. Simplement vous informer que vous avez ce qu'on appelle ici une invitation permanente pour vos manifestations, pour vos séminaires, pour vos colloques. Il est extrêmement important que l'ICEA devienne véritablement le lieu d'expression, de réflexion, donc des actions menées par l'ensemble des associations autour du diocèse de Martinique. Donc vraiment, vous êtes ici chez vous et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Alors, rapidement, Monsieur Rivalier expliquait notamment qu'ici a été créé l'OSPEM. Depuis, ça a été transformé en un institut universitaire créé en 2017 par Monseigneur Macaire. Et cet institut universitaire accueille des jeunes qui viennent de tout horizon, qui
qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, on a certains qui viennent de France hexagonale, et nous accueillons des jeunes qui ont envie de vivre l'expérience ICEA, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur croyance. C'est extrêmement important. Nous avons la chance et nous en orgueillons d'accueillir aussi des jeunes qui sont de confession musulmane, qui sont aujourd'hui à l'ICEA et qui apprennent à vivre au sein de l'institut, ce qu'on appelle la fraternité. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'ICEA organisé autour de 4 pôles. Donc, nous avons donc un pôle sciences sociales qui porte une licence en social en collaboration avec l'Université Saint-Paul du Canada. Donc, c'est un double diplôme. Au terme des 3 années, les étudiants bénéficient d'une licence européenne et de bachelor. Nous avons aussi un pôle technologie qui porte l'école du numérique avec une licence sciences du numérique que nous faisons en collaboration avec l'Université catholique de Lille. Nous avons aussi donc un pôle écologie et développement durable avec un diplôme universitaire des métiers de la mer. Mais nous avons Institut catholique, un pôle théologique. Ce pôle théologique a rejoint l'ICEA depuis le mois de juin 2023 et ce pôle théologique est porté par l'Institut Gaston Jean-Michel. Donc, je ne vais pas être plus loin, sauf à vous souhaiter vraiment de beaux débats. Fructueux. Alors, j'ai demandé à une collègue, puisque moi je suis arrivé à l'ICEA en 2022, la question finalement centrale qui est la place des femmes ou l'accès des femmes au pouvoir s'exprime aussi à travers la formation et l'enseignement. Et je lui ai demandé de me dire, depuis que l'ICEA a été créé, combien d'étudiants, quelle est la part des femmes formées à l'ICEA. Et nous nous sommes rendus compte que, mais ce n'est pas surprenant, 67% des jeunes formés à l'ICEA sont des femmes. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des insertions positives, puisque nous avons des personnes qui aujourd'hui sont en responsabilité. La directrice du cabinet de la présidente du tribunal de grande instance de Fort-de-France a été formée à l'ICEA en partie, et nous avons effectivement d'autres jeunes femmes qui sont en ce moment à poursuivre des carrières de haut niveau dans la diplomatie et dans les relations internationales, et certaines dans des écoles de commerce. Donc c'était aussi d'une certaine façon pour marquer l'ouverture de l'ICEA à cette thématique. Vraiment, je vous souhaite de beaux débats et je vous invite pour vous à rejoindre la team ICEA, pas fondamentalement sur Parcoursup, mais toutes les informations, vous pouvez les avoir en scannant le QR code qui est présent, et vous aurez bien sûr la possibilité de récupérer toutes les informations sur le site de l'ICEA. Et j'aime à dire que le site de l'ICEA, c'est un site qui a été créé par les étudiants de l'ICEA au sein de la junior entreprise de l'ICEA. Bons travaux et bienvenue chez nous, chez vous. Mais rebonjour à toutes nos intervenantes. Donc, il manque une, c'est Madame Rodap, elle est apparemment sur... Ah, il faut que je me mette là. Là, ça va? Ok. Je ne vais pas cacher donc Madame Toul. Voilà. Comment? Ok. En tout cas, merci d'être là. Et enfin, je puis dire, enfin nous y voilà, puisque en fait cette table ronde devrait se faire déjà depuis 6 mois, et enfin elle a enfin lieu. Donc c'est vrai que si nos femmes martiniquaises incarnent le courage, la volonté, la compétence, le professionnalisme, la résilience, l'innovation, mais en termes de pouvoir, on est encore bien loin de ça par rapport aux hommes. Donc nous allons voir pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à excuser 2 dames auprès de vous, Madame Catherine Concon et Patricia Tell, qui devaient être parmi nous aujourd'hui et à la dernière minute qui ont eu des empêchements professionnels et aussi personnels. Voilà, cela étant dit, je vais vous présenter en quelques mots les invités qui sont avec nous. Alors, Madame Laurence Ebader, alors c'est écrit, hein, vous voyez bien, voilà. Laurence Ebader, elle dirige 4 entreprises. Elle est la gérante principale de l'entreprise SCIAF. Elle évolue dans le secteur de l'immobilier.
présidente d'un réseau Entreprendre, une association créée le 26 juillet 2011 qui accompagne des porteurs de projets en phase de création et reprise et développement d'actifs en Martinique. C'est bien cela? Alors mon activité principale est de diriger un groupe familial qui s'appelle le groupe Fontaine et qui est présent dans les activités de la propreté, des espaces verts et de la sécurité. Je suis effectivement gérante de SCI, mais je dirige donc avec mon frère, puisque nous sommes deux, un groupe qui a aujourd'hui plus de 40 ans, enfin qui a célébré ses 40 ans l'année dernière et qui a été fondé par notre père. Voilà. Et puis j'ai été pendant 3 ans présidente de l'association Réseau Entreprendre. Alors j'ai passé la main il y a quelques mois. Et puis j'ai été également présidente d'une autre association qui s'appelle l'APM, voilà, qui est une association de chefs d'entreprise sur le territoire. Voilà. Très bien, merci pour ce complément d'information. Ensuite, Madame Nathalie Sébastien, elle est entrée à la SAMAC, Société Aéroport Martinique et Bécésaire, en tant que directrice des affaires financières. Elle a été nommée directrice générale adjointe en 2018. Madame Sébastien a été choisie le 12 juillet 2023 par le Conseil de surveillance exceptionnel de la SAMAC pour succéder à Monsieur France Taudiard. Elle est à la tête de la présidence du directoire depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ça fait 1 an. Ah, mais bravo, félicitations. Bon anniversaire. C'est ouvert le micro déjà? C'est ouvert? D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non, je pense qu'effectivement, c'est vrai que, si peut-être un point important, Catherine Redap est présidente du MEDEF et je suis vice-présidente en fait du MEDEF et surtout présidente de la commission femmes chefs d'entreprise qui marquait en fait cette volonté justement de valoriser la place des femmes en fait en tant que dirigeantes d'entreprise et permettre aussi s'inscrire dans une dynamique d'accompagnement. Voilà. Et je pense qu'on aura l'occasion d'aborder ces sujets lors de la table ronde. Très bien, merci. On peut les applaudir aussi à chaque fois en fait. Voilà. Madame Marie-France Toul, ancienne vice-présidente de l'Assemblée territoriale de Martinique à la CTM, c'est en 2017, vice-présidente de l'abattoir départemental, vice-présidente également au parc naturel régional, actuelle secrétaire adjointe du Rassemblement démocratique, c'est parti de Claude Lise, voilà, qui a été créé par lui. Et Madame Toul, ça fait près d'une 30aine d'années qu'elle évolue dans le giron politique. Madame Toul, vous voulez ajouter autre chose? Juste pour dire que c'est une femme qui m'a fait entrer en politique, ma grand-mère, qui était passionnée de politique. Et c'est une autre femme qui m'a accompagnée, c'est Solange Fête-Duval, qui est une grande militante féministe. Et voilà, donc le combat des femmes ne date pas d'aujourd'hui. Ok, très bien. Sous vos applaudissements, merci. Et puis parmi ces belles, nous avons un beau, un intervenant, le père Benjamin François Augrin, qui est représentant de l'archevêque au sein de l'OSPEM. C'est bien ça? Vous voulez ajouter autre chose? Ça va aller? Bon, pour le moment, ça va, dites. D'accord. Mais comme toutes ces dames, oui, on peut comprendre. Bon, en tout cas, c'est important d'être là, tout à fait. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Donc, à travers le retour d'expérience et le parcours professionnel de nos intervenantes et intervenants, nous allons aborder différents sujets. Donc, le chemin parcouru par les femmes martiniquaises pour accéder au pouvoir. Nous allons évoquer les limites, les freins qui empêchent d'aller plus loin. Nous parlerons du rôle des femmes dans la Bible avec le père Benjamin. Nous verrons quelques solutions et perspectives pour justement que dans l'avenir, elles soient mieux représentées et qu'elles aient un leadership beaucoup plus développé. Ensuite, vous aurez la parole. C'est à ce moment-là que vous pourrez poser vos questions à tous les intervenants et intervenantes. Et si vraiment il y a une question qui vous brûle, vous quand même, vous levez le doigt, on verra comment on s'organise. Voilà. Donc le premier thème, si je reviens au chemin parcouru, donc, alors, en juillet 2017, dans son article intitulé « Qui sont ces femmes d'Ubud ?»
connaissez tous Femmes Doubout, hein, ce sont des femmes de pouvoir. Elle demandait qui elles étaient en Outre-mer. C'est la journaliste politique guadeloupéenne Léonce Théatin qui disait que les Martiniquais ont qualifié le 18 juin 2017 d'historique. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils auraient entendu un appel. C'est pas l'appel du général de Gaulle, hein, le 18 juin, ça vous rappelle quelque chose? Non, ce n'est pas ça. C'est l'appel de Madame Josette Manan, qui a été élue première femme députée de la Martinique en 2017. Elle était dans le parti de Bâtir le pays Martinique et aussi une femme de gauche. Mais cela dit, en Guadeloupe, les femmes avaient déjà beaucoup plus de pouvoir, alors que la Martinique était déjà bien loin. On peut citer par exemple Gertie Archimède en 1939. C'était une femme avocate, élue députée des Antilles et des colonies. On peut citer la Marie galantaise Albertine Baclay, élue députée en 1977. Et évidemment, Lucette Michaud-Chevry, que je ne connais pas plus, hein, qui a une grande carrière internationale. Comment, mesdames, messieurs, comment expliquer cette différence entre les deux territoires, brièvement? Pourquoi la Martinique a eu un retard, on peut dire, sur la Guadeloupe par rapport à la représentation des femmes au pouvoir? Messieurs de l'ICEA et puis de l'OSPEM, vous pouvez aussi vous exprimer. Voilà. sur ces questions. Donc, c'est vrai que en Guadeloupe aussi, ils ont eu aussi beaucoup plus d'hommes aussi qui ont accédé au pouvoir. Je vous demande d'applaudir Madame Catherine Rodap qui vient de nous rejoindre. Merci d'être là. Donc, pendant qu'elle va s'asseoir, je signale que Madame Rodap est présidente du MEDEF Martinique. C'est la première femme en Martinique à accéder à ce poste de responsabilité dans cette organisation patronale. Je devrais dire aussi Maître Catherine Rodap, puisqu'elle est avocate au barreau de Fort-de-France depuis plus de 30 ans et dirige le cabinet Rodap, avocat et associé. Quelque chose à ajouter? D'accord, merci d'être là en tout cas. Donc on était en train de dire pourquoi en Guadeloupe les femmes ont un peu plus de pouvoir qu'en Martinique. Mais qu'est-ce qui fait que... comment les carrières des femmes martiniquaises en politique et dans les affaires ont évolué? Comment leurs carrières ont évolué? La question vous est posée. Ah oui, mais Catherine voilà. En fait, c'est d'abord vous qui allez exprimer. Donc, celle qui veut prendre la parole s'exprime. Monsieur de l'ICIF, monsieur de l'OSPEM aussi éventuellement. Mais en tout cas, c'est surtout, comme c'est les femmes qui sont à l'honneur, justement, vous allez nous expliquer votre ressenti, en fait. Donc, comment vous avez trouvé que ça a évolué, si ça a évolué, en fait? Alors, pour ce qui est du milieu politique, il faut déjà définir qu'est-ce qu'on entend par pouvoir. Est-ce que le pouvoir, c'est le fait d'être forcément élu et d'avoir un mandat électif? Parce que moi, j'ai connu beaucoup de femmes de pouvoir au sein de partis politiques, pour ne pas le citer, le Parti progressiste martiniquais, et elles étaient des femmes de pouvoir dans l'ombre. Et elles avaient une influence considérable sur les orientations du parti. Donc, pour moi, et quand on regarde un peu dans l'histoire de la Martinique, nous avons les sœurs Nardal, entre autres, mais pas que, qui ont permis effectivement de faire avancer les choses et de prendre un certain nombre de positions. Maintenant, pour ce qui est, on va dire, du mandat électif, ben, je pense que ça a pris du temps parce que il y avait de la part des femmes peut-être cette volonté consciente ou inconsciente de se dire qu'elles étaient peut-être mieux dans son rôle, et petit à petit il y a eu très peu de femmes qui ont voulu vraiment aller aux élections, et quand elles ont été, on a vu que ça n'a pas été particulièrement facile pour elles parce que justement les hommes se sont sentis un peu, comment dirais-je, atteints dans leur pré-gardé. Bon, je veux citer le cas de Madeleine de Grandmaison,
par exemple, où ça n'a pas été facile pour elle, alors qu'au sein du parti, c'était vraiment une femme de pouvoir. Et lorsqu'il a fallu qu'elle s'attaque à la commune d'Ajoupa-Bouillon, ça a été un peu plus compliqué. Voilà, donc on a vu effectivement que, et puis progressivement, les choses se sont mises en place. Mais je pense aussi que, indépendamment, je ne sais pas s'il faut comparer forcément la Martinique et la Guadeloupe, parce que les choses se font de manière différente, parce que, selon moi, chaque île a sa spécificité, voilà. Donc un peu, voilà un petit peu ce que je peux dire déjà pour lancer le débat, pour dire que c'est aussi dans l'éducation, enfin il me semble aujourd'hui que c'est aussi dans l'éducation que nous femmes, on transmet aussi à nos filles et à nos garçons, que doit se poser la réflexion. Merci. Pour compléter ce que Madame a indiqué, je crois que avant d'arriver dans des responsabilités politiques, puisque c'est le thème de votre question, la femme en Martinique a toujours été potomitan. Elle a toujours eu une position, oui, de pouvoir déjà intramuros de la famille, mais sans la reconnaissance qui va avec. Elle a toujours été la grande prêtresse des transmissions, avec une grande responsabilité. Je crois qu'avec les engagements, l'audace, les chemins parcourus par nos aînés, elles nous ont tracé un chemin. Et nous devons pleinement reconnaître la valeur ajoutée de leur parcours pour nous permettre aujourd'hui d'avoir par moment, parce que les moments sont encore éprouvés, cette reconnaissance dans les engagements, cette reconnaissance en fait dans la plus-value apportée sur le territoire. Dans la sphère politique proprement dite, il y a eu de beaux parcours et vous en avez parlé. On veut, je pense vraiment en fait que la volonté est au rendez-vous, mais l'équation d'une vie, d'une femme, elle est vraiment plurielle. Nous avons plusieurs journées en une seule journée, avec des phases différentes, avec des moments différents, avec des questionnements différents. J'ai envie de dire, si on doit parler du mandat et des engagements en tant qu'élu dans la sphère politique ou dans la sphère économique, un mandat et un engagement similaire, il est demandé à minima 2 fois, sinon 3 fois plus à une femme. Il y a une complémentarité, mais il n'y a pas d'égalité au sens où on le conçoit. Il lui est demandé plus parce qu'on l'attend en fait au tournant, tout simplement. Donc la femme aussi en fait a conscience de cela et va s'engager pleinement. Un exemple vraiment basique, ne serait-ce que la partie vestimentaire. Un homme peut changer de veste pour une soirée, en fonction des lieux. La femme va devoir se changer complètement. Elle ne peut pas se contenter de pouvoir mettre une veste ou un autre haut, puisqu'on va reconnaître que c'était le même pantalon que le matin. Il va falloir qu'elle se repoudre, qu'elle prenne coquetterie à nouveau, pour pouvoir paraître toujours fraîche. Même s'il est 20h, c'est comme si elle s'est réveillée. Elle a le visage détendu, une disponibilité, le visage gai, enthousiaste, même si elle a traversé des embûches durant la journée. C'est la communication non verbale, mais la gestuelle, la manière, l'aptitude, la posture, tout ça, ça compte énormément. Mais l'équation est la nôtre. Voyez-vous. Donc, il n'y a pas en fait non plus, j'ai envie de dire, qui en fait est dans une position plus confortable ou une autre. Mais nous avons notre équation, nous avons nos rendez-vous, et puis nous avons aussi nos exigences. Et puis la société, progressivement, nous accueille dans notre réalité. Mais je dois saluer vraiment le travail de nos aînés. Okay. Donc du coup, effectivement, il y a eu les grandes sœurs qui ont commencé à faire un travail, mais Madame et Bader, dans le domaine professionnel, par exemple, les femmes constituent 52%. Vous deux, en fait. En fait, on m'a demandé de rester là pour que, voilà. Et moi, j'ai tellement l'habitude de bouger que j'ai du mal à rester coincée là comme ça par rapport à la caméra. Donc, dans le secteur professionnel, par exemple, les femmes constituent 52% des cadres.
Et malgré ça, en termes de direction et de responsabilité, c'est pas le cas. Donc, est-ce que vous constatez un progrès ou pas? Alors, je n'ai pas de chiffres concernant les femmes chefs d'entreprise, on va dire, sur le panorama total des entreprises en Martinique, c'est-à-dire de toute taille confondue. J'ai le sentiment, moi, d'en rencontrer de plus en plus, mais ce n'est qu'un ressenti. En revanche, quand on regarde un petit peu les associations, les organisations patronales, et donc qui réunissent des entreprises, des chefs d'entreprise. Alors nous avons l'exemple évidemment de Madame Rodap, première femme présidente du MEDEF, avec une vice-présidente donc, qui est également une femme, donc Madame Sébastien à ma droite. Je sais que l'association Contact Entreprise, même si elle a un président aujourd'hui, il a pris la suite d'une femme, donc qui a été présidente également. Moi, j'ai été présidente donc de Réseau Entreprendre et j'ai pris la suite d'une femme, alors que les premières années de l'association n'ont connu que des hommes présidents. Donc j'ai quand même le sentiment de voir autour de moi de plus en plus de femmes à la tête d'organisations économiques et notamment dans les organisations patronales. Juste pour dire un petit mot sur Réseau Entreprendre, puisque je connais un petit peu mieux cette association, puisque donc, je l'ai présidée. C'est une association de chefs d'entreprise bien installés sur le territoire, donc d'entreprises matures, qui accompagnent les nouveaux chefs d'entreprise, c'est-à-dire les créateurs ou les repreneurs. Et donc ces repreneurs ou ces créateurs que nous accompagnons, nous les appelons des lauréats et donc nous les suivons pendant 2, 3, 4 années. Eh bien, Réseau Entreprendre Martinique, ces dernières années, a accompagné autant de femmes que d'hommes. Donc ça veut dire que nous avons accompagné autant de femmes créatrices ou repreneuses d'entreprises que d'hommes. Et pourquoi est-ce que ce chiffre est important? Au niveau national, puisque Réseau Entreprendre Martinique fait partie d'une fédération d'associations Réseau Entreprendre en France et à l'étranger, au niveau national et international, ce taux donc, de lauréates est bien plus faible. Il est plutôt de l'ordre de 20 à 30%. Donc en Martinique, au niveau de Réseau Entreprendre, on a autant de femmes que d'hommes. Alors, on ne se l'explique pas, on n'a pas mené d'analyse approfondie, mais ce qu'on sait, c'est que depuis quelques années, on a autant de femmes créatrices, repreneuses qui sont accompagnées au sein de notre association. Donc pour moi, ça veut quand même dire quelque chose par rapport peut-être au profil de notre société. Je pense qu'on a des femmes qui ont envie, qui se lancent, qui tentent. Peut-être que le fait d'être accompagnées. Alors, il faut trouver le bon réseau, aller chercher de l'aide et tout ça, etc. Réseau Entreprendre est un réseau d'accompagnement. Et donc, peut-être que les hommes, alors je parle de façon générale évidemment, je suis prudente, ressentent moins le besoin d'être accompagnés. Peut-être que les femmes ont un peu moins confiance en elles et vont s'adresser un peu plus facilement à ce type de réseau. Mais cet argument ne fonctionne pas au niveau national, puisqu'au niveau national, elles ne sont que 20 à 30%. Donc on a quand même une spécificité ici en Martinique, encore une fois, qu'on ne s'explique pas. Il y a peut-être le côté femme forte, potomitan, etc. Enfin, on sait que la femme martiniquaise, on dit que c'est une femme forte. Est-ce que ça suffit à l'expliquer? Je ne sais pas. Dans le monde entrepreneurial, justement, c'est ça. En ce qui concerne le pouvoir, le leadership et tout ça, je ne sais pas si ça marche. Le pouvoir de décision et être une femme potomitan dans son foyer, par exemple, c'est pas la même signification. En tout cas. Non, c'est vrai. Mais là, ce sont des femmes qui ont décidé de créer une entreprise. Donc, ce sont quand même des femmes qui ont décidé de passer. Elles osent. Voilà. Alors, ça date de quelques années, c'est encore récent, et puis ce sont encore de petites entreprises. Il faut aussi regarder ça. La répartition des femmes dans les postes à responsabilité, dans les petites comme dans les grandes entreprises. Donc, vous constatez qu'il y a quand même une évolution, parce qu'on est dans la partie sur l'évolution. Madame Sébastien, vous êtes d'accord qu'il y a une évolution? Alors oui, effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il y a une évolution et qu'il y a une volonté d'entreprendre, c'est-à-dire quelque part une volonté pour les femmes de prendre leur destin en main quand elles décident de franchir le pas et de créer leur entreprise. Maintenant, c'est vrai que si on parle de pouvoir, ça veut dire qu'on pense effectivement peut-être à des organisations de plus grande taille qui ont peut-être une influence plus importante au niveau du territoire. Et c'est vrai que force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. En tous les cas, on a un taux de représentation qui est beaucoup moins important. C'est vrai que pendant longtemps, le pouvoir économique s'est conjugué au masculin en Martinique. Et
et si ce n'est qu'en 2023 qu'on a une présidente qui parvient, non sans difficulté, à la présidence du MEDEF Martinique, ça veut dire aussi que quelque part, il y a encore quelques barrières en fait à lever, quelques habitudes ancrées peut-être aussi à bousculer. Tout à l'heure, quand vous avez présenté mon parcours, bon, le mot est Aïssa, mais je pense que c'est important de le dire, vous avez dit que j'ai été nommée par un conseil de surveillance exceptionnelle. Non, j'ai été désignée au terme d'une procédure de recrutement dans lequel il y avait plus de 200 personnes qui ont été chassées sur l'ensemble du territoire, à l'international et en Martinique, essentiellement des hommes, parce que j'interviens dans un secteur d'activité qui est le secteur aéronautique, où il y a une surreprésentation des hommes, et c'est au terme de ce processus de recrutement que ma candidature a été retenue. Donc c'est vrai que quand on dit ça, ça peut sembler être un raccourci, quand on dit désigné par un conseil de surveillance exceptionnelle, non, il y a eu un processus de recrutement. Et c'est vrai que si j'insiste sur ça, c'est pour dire que sur certains secteurs d'activité, on a encore peu de femmes qui sont présentes, parce que quelque part, il y a une théorie du genre qui consiste à dire qu'on va plutôt retrouver des femmes sur Nous allons y arriver tout à l'heure. Donc ça dans les freins, parce que le temps est limité. Mais rapidement, Madame Toul, il y a quand même une évolution, parce qu'à l'Assemblée territoriale, par exemple, il y a 25 femmes, 26 hommes, donc ça veut dire qu'il y a un chemin quand même qui est parcouru. Maintenant, il y a à peu près 6 femmes qui sont maires de Martinique, et il y a longtemps, en fait, en peu de temps, c'est plutôt dans le Nord, mais n'empêche qu'il y a quand même des femmes qui y accèdent. Même pour beaucoup, elles n'ont pas été élues, elles ont remplacé quelqu'un, etc. Mais n'empêche que ça... Voilà. Il y a quand même une évolution au niveau des femmes en politique, même si elle reste très minime. On voit bien qu'aujourd'hui, au niveau des femmes maires, il y en a de plus en plus. Par contre, la problématique, si aujourd'hui la loi oblige et contraint à avoir la parité sur les listes, lorsqu'il s'agit de répartir les fonctions, les postes d'adjoints, parfois les femmes, elles ne se retrouvent plus en avant-place. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu la loi aussi qui est passée par là sur la parité, qui a un petit peu aidé, notamment au niveau de la collectivité territoriale. Aujourd'hui, il y a cette règle de la parité qui doit être respectée, mais on voit bien que malgré cela, il y a quand même à certains moments où il n'y a pas forcément respect de cette règle, où il y a certaines personnes qui préfèrent payer une amende. Et je pense quand même que... Alors, ça aussi, c'est à discuter sur la loi sur la parité. Moi, je dis très franchement, en tant que femme, je préfère avoir un homme compétent qu'avoir une femme qui ne soit pas compétente. Ah oui, on est d'accord. Voilà. Donc, voilà. C'est pas parce qu'on est femme qu'on a droit voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi... avancer avec, comment dirais-je, avec cette réalité qu'aujourd'hui, il y a eu la loi sur la parité qui a permis effectivement aux femmes d'accéder au pouvoir. Voilà, un peu plus au niveau des responsabilités politiques, mais il y a beaucoup qui font leur chemin aujourd'hui et qui s'affirment de plus en plus dans le paysage politique martiniquais, et puis de jeunes femmes. Juste pour compléter ce que disait Madame Rodap quand elle parlait effectivement des journées que nous avons à rallonge, nous les femmes, il faut aussi dire qu'il y a une réalité biologique que les hommes n'ont pas. Il y a cette réalité des enfants, et puis je pense que si aujourd'hui on a autant de jeunes femmes qui s'investissent tant dans le monde économique à des postes de pouvoir, de responsabilité, que dans le monde politique, c'est parce qu'elles ont moins, comment dirais-je, le poids de la famille qui à l'époque, dès que vous aviez un certain âge, voilà, il fallait avoir des enfants, il fallait être casé, il fallait avoir un mari. Aujourd'hui, on a un peu moins ce poids. Voilà. Et je pense que les femmes, elles peuvent faire librement leur choix d'embrasser une carrière politique ou pas, de se consacrer à une vie familiale ou pas. Voilà. D'accord, très bien. Effectivement, les mentalités aussi évoluent, les mœurs évoluent. Une femme seule à la tête d'un pays, à cette époque, pour n'importe, ça ne va pas choquer quelqu'un, alors qu'à l'époque, justement, si la personne n'avait pas un époux et tout ça, alors ce n'est pas l'époux qui fait la femme, mais souvent c'est la femme qui fait l'époux. Enfin bref, je n'ai rien dit. Alors, donc, pour aller plus loin dans ce que disait Madame Ebader, donc justement, donc 37% des chefs d'entreprise martiniquaises sont des femmes, mais seulement 30% ont des postes de direction. Donc, ça veut dire qu'il
y a beaucoup de freins, des obstacles, etc. Donc, quels sont ces freins? Est-ce que vous les avez identifiés? Quelles sont les barrières visibles et invisibles qu'elles doivent surmonter? Donc, Madame Sébastien avait déjà commencé un peu, je l'ai arrêté, donc ok. J'ai quelques idées, mais je suis sûre, mesdames, vous complétez. Bon, alors déjà, moi, j'ai quand même une histoire particulière, puisque je reprends une entreprise familiale. Donc, je n'ai pas lutté pour accéder, entre guillemets, au pouvoir, si on considère qu'être chef d'entreprise, c'est un pouvoir. J'ai été plutôt privilégiée, j'ai bénéficié, en fait, de la décision de mon père, qui a dit, je vais transmettre mon entreprise à mes 2 enfants. Et ça, pourquoi j'en parle? C'est parce que ce n'est pas automatique. Moi, j'ai évolué dans une famille qui a toujours placé l'homme et la femme au même niveau. Quand mon père a créé son entreprise et que nous l'avons vu faire, il nous a toujours dit, si vous voulez la reprendre un jour, vous pourrez, sans faire de différenciation entre mon frère et moi-même. Donc j'ai grandi avec ces valeurs et ça n'a pas juste été des dires, puisque au moment effectivement de transmettre l'entreprise, il nous l'a transmise à tous les 2. Et aujourd'hui, on est actionnaire à 50-50, donc il y a un vrai équilibre, une vraie parité. Et pour tout vous dire, ça va jusqu'à la forme juridique de notre holding, puisqu'on a fait le choix de choisir une SARL, parce que c'est la seule forme juridique qui permet d'avoir parité dans la gouvernance. Si nous avions choisi une SAS ou une SA, il aurait fallu que l'un d'entre nous soit président du conseil d'administration, de conseil de surveillance, peu importe, mais on ne peut pas avoir cette dualité. Donc on a fait le choix d'une SARL parce qu'on tenait à être 2 et avoir les mêmes pouvoirs. Donc je pense que cette notion d'éducation familiale a un rôle à jouer. Et donc moi aujourd'hui je bénéficie déjà de cela. Après, il y a un certain nombre de freins dans la société qui sont évidents et dont nous sommes tous conscients. Il y a le regard de la société qui a quand même encore tendance aujourd'hui à visualiser plus un homme à des postes à responsabilité que des femmes. Je le dis parce que, notamment au début de ma carrière, moi je l'ai vécu. Quand j'ai intégré le groupe familial, j'ai pas tout de suite eu des postes à responsabilité parce que mon père a souhaité qu'on balaye un petit peu les fonctions d'entreprise. Mais quand j'ai commencé à en avoir, le premier poste à responsabilité vraiment que j'ai eu, j'ai été directrice d'une société d'espaces verts. Et dans les espaces verts, on fait notamment des aménagements paysagers et à ce moment-là, on côtoie le monde du BTP. J'avais 28 ans à l'époque, j'ai pas reçu un accueil agréable, on va dire. On m'a prise de haut, vraiment en sous-entendant que je ne connaissais pas le métier. On a agi avec moi plutôt avec le spectre de la séduction. J'ai reçu des bouquets de fleurs à mon entreprise, des choses qui n'arriveraient pas si j'avais été un homme. Et donc j'ai vraiment ressenti une mentalité particulière dans ce secteur. J'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est caricatural, parce que vraiment dans ce secteur-là il y a beaucoup d'hommes et qu'on a tendance mais par la suite, je l'ai noté tout au long de ma carrière, il y a quand même un regard particulier qui est posé, pas par tout le monde, mais par certaines personnes. Et là encore, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu l'éducation d'ouverture, d'égalité, ne posent pas ce regard, mais encore beaucoup de personnes qui n'ont pas cette éducation continuent à poser ce regard sur les femmes. D'accord, très bien. Donc c'est votre principal frein que vous avez observé, Madame Sébastien. Effectivement, c'est vrai que j'avais commencé à le dire tout à l'heure, et ça se joue, j'ai envie de dire, dès la formation des jeunes filles, des jeunes femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, effet de la société, il pouvait y avoir en fait une tendance d'une orientation plutôt vers des métiers, on va dire, entre guillemets, féminins. Et finalement, une répartition des formations, peut-être des filles qui se dirigent peut-être moins vers des formations peut-être plus techniques, et avec derrière aussi une volonté de prise de responsabilité. Donc c'est vrai que quelque part, il y a aussi la nécessité d'offrir en fait un autre modèle, d'autres images, et d'offrir en fait quelque part des rôles modèles pour expliquer en fait à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes que oui, c'est possible, qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'on peut effectivement oser toute forme de métier. Alors
je parlais du secteur de l'aéronautique tout à l'heure, mais on aurait la même chose peut-être dans les télécommunications. On va retrouver en fait une surreprésentation masculine sur certains types de fonctions. Et c'est vrai que sur ce type de structure, on attend plutôt des profils ingénieurs finalement pour être en poste, pour être en responsabilité. Et c'est vrai que quelque part, il faut aussi que ça se joue au moment de la formation et ouvrir en fait le champ des possibles. Après, je pense aussi qu'il y a une problématique, on parlait du poids de la famille. Je pense que parfois il peut y avoir un sentiment de culpabilité chez les femmes en se disant que le temps qui est consacré à la carrière, qu'elle soit politique ou professionnelle, on a le sentiment finalement de passer moins de temps dans sa famille et de ne pas jouer le rôle qu'on devrait jouer auprès des siens. Et donc il peut y avoir effectivement, on se limite parce que quelque part, voilà, on considère qu'on n'est pas en train de jouer entre guillemets le rôle que devrait être celui d'une femme. Donc voilà, je pense que c'est un des éléments qui effectivement peut-être tient à la personnalité féminine et peut-être aussi au type d'éducation qui peut être reçu et peut-être à l'image un peu traditionnelle que l'on a de la femme. Même si effectivement aujourd'hui on va peut-être moins considérer qu'une femme a besoin d'être accompagnée, mais néanmoins la femme reste le potomitan de la famille et on s'attend à ce qu'elle soit là pour répondre aux besoins de sa famille. Vous levez le droit rapidement. Oui, pardon. Juste pour compléter sur le champ familial, je pense qu'effectivement on s'auto-limite, mais je pense que véritablement, majoritairement dans les familles, la femme garde quand même une charge mentale plus importante, hein, en moyenne. Hein. Je pense que pour l'instant on n'a pas encore atteint une équité en matière de charge mentale, et que de ce fait, au-delà de l'auto-limitation, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'avoir à gérer le foyer, un peu plus que le conjoint, et de mener une carrière mais qui demande du temps. Moi j'ai 4 enfants qui sont petits et je galère. Et excusez-moi du terme, mais l'équité c'est là aussi en fait. Alors j'ai un mari extraordinaire qui fait beaucoup de choses, mais en dépit de cela, alors c'est peut-être ma faute, mais je fais plus. Donc c'est plus difficile. C'est des fois, est-ce que la femme justement n'a pas tendance à faire plus que ce qu'on lui a demandé? Parce que les hommes sont de même, mais donnez-moi une petite chose. Alors oui et non. Faire plus aussi, parfois il y a un peu ça. Oui et non, c'est ce que mon mari me dit toujours. Il me dit que c'est toi qui veux que ce soit comme ça, c'est toi qui. Mais en réalité, il a quand même reçu une éducation, bien malgré lui, qui fait qu'il s'attend quand même. Il s'attend à ce que certains sujets soient gérés par moi. Donc, en dépit de son côté extraordinaire, je fais quand même plus. Et donc, c'est plus difficile pour moi, on fait le même métier, il est également chef d'entreprise, c'est plus difficile pour moi de concilier les deux. Et pourtant, je ne m'étais pas... Vous arrivez très bien, finalement. Voilà, la femme, elle est multifonction. Donc, en tout cas, vous arrivez aussi à faire beaucoup de choses. Catherine, Madame Rodap. Je pense qu'on doit toujours naviguer dans ce conflit de loyauté, parce qu'on veut être parfaite. Ça, c'est l'une des caractéristiques, c'est très féminin. Nous voulons être parfaite dans tout ce que nous faisons. Et je pense que c'est notre principal challenge dans la vie d'une femme, c'est finalement de se dire, bon, c'est pas ça l'objectif que d'être parfaite, c'est juste faire de son mieux dans qui on est dans l'instant T. Et c'est un vrai travail de déconditionnement lié à notre éducation. Comment réapproprier notre vie pour pouvoir faire chaque jour notre part, notre petite part, donc que ça reste une petite part dans le global d'une vie. Comment juste se dire le soir, j'ai fait de mon mieux. Pas parfaitement, mais j'ai fait de mon mieux. Comment également avec le temps, je ne dirais pas avec l'âge, comment avec le temps être au clair avec soi. Comment se rencontrer et dire à un moment du parcours de vie qui on est fondamentalement. Qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, voilà, comment est-ce qu'on réinvestit l'éducation, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on fait évoluer. C'est un rendez-vous que nous avons, nous, en tant que femmes. Qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir bien partir à la conquête de nous-mêmes? Comment faire pour devenir qui nous sommes? C'est le grand rendez-vous. Mais comment devenir qui nous sommes? C'est un parcours, voyez-vous, qui s'effeuille. C'est chaque jour, en effet, ça
son apprentissage, sa prise de conscience. C'est une évolution qui se fait vraiment de façon quasiment invisible. Mais cette conscience de pouvoir chaque jour devenir qui nous sommes, à partir, je pense, je sais pas, vous allez me dire, Anne-Laurence et Nathalie, si vous avez eu cette même prise de conscience, mais elle est rentrée en éveil me concernant, je pense, aux environs de mes 40 ans. Avant, j'étais toujours dans l'accomplissement de tâches. Il fallait être parfaite dans tout ce que je faisais. Je devais être au top dans tout ce que je faisais. Je me mettais un tel cahier des charges sur les épaules pour être en fait Madame Parfaite qu'à un moment, ça m'affaiblissait, voyez-vous, jusqu'à ce que je me dise, mais où tu vas, Catherine, comme cela? Où vas-tu? C'est quoi ta direction? Que veux-tu? Et là, tout doucement, je suis rentrée dans cette réflexion en disant non, il y a des choses qui correspondent à mes choix, mais il y a d'autres qui correspondent à des conditionnements que j'ai reçus. Et voilà, comment je fais la part? Parents, oui, l'éducation, mais également on ne se rend pas compte qu'au fil de notre vie, jusqu'à 25 ans, eh bien, on se met un propre cahier des charges. On se pose, voilà, on se pose des fois une pression qui n'est pas forcément nécessaire pour arriver aux objectifs souhaités. Alors, tu parlais des obstacles qu'on peut rencontrer dans une vie quand on est une femme. C'est vrai que ces obstacles sont là, mais dans ce premier temps, ils peuvent paraître comme étant contre nous, mais à l'arrivée, ils participent précieusement à notre évolution. Oui, mais ils jouent leur rôle, les obstacles. Même, justement, à ton niveau, tu as subi des freins pour t'empêcher d'accéder à un pouvoir que... Oui, et encore et ça, je pense, et encore en fait aujourd'hui, mais il y a une transcendance à mettre en place. Alors, c'est compliqué, hein, c'est complexe, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de méthode, mais quand au plus profond de soi, on est en accord avec ce que l'on fait, qu'on croit en ce que l'on fait, eh bien, on sait que tout obstacle qui se présente sera façonné pour devenir une opportunité. C'est un credo. Et on ne va pas y renoncer. Et finalement, à l'arrivée, oui, on a de jolies arrivées, mais on sait intimement que sans ces obstacles, on n'aurait pas eu cette même qualité au niveau de l'arrivée. Après, il faut le croire, hein, c'est un chemin, hein, c'est un cheminement. Des fois, il y a des moments de doute aussi. Hein. Il y a des moments d'interrogation, il y a des moments de fatigue. Oui, sinon, puis après, il y a des moments de rebond. Mais voyez-vous, c'est s'accepter aussi soi dans toutes ses composantes, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses croyances, dans ses doutes, dans son évolution. Accepter de se dire finalement, je pense différemment, je fais en fait d'autres choix, mais c'est s'accepter dans sa diversité, dans sa complexité. Je veux dire, oui, il y a des freins, oui, il y a des obstacles, mais c'est quoi quel est le rendez-vous? Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Qu'est-ce qu'on est prêt à transcender pour soi? Oui, il y aura des échecs, il y aura aussi des réussites. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pour soi? Enfin, c'est personnellement la question que je me pose peut-être chaque jour. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je fais pour moi? Et est-ce que ça sert aussi mon environnement? Est-ce que ça sert en fait est-ce que ça sert à mes collaboratrices? Est-ce que ça sert à mon territoire? Est-ce que ça sert à ma famille? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ma réussite, elle est partagée aussi par d'autres? Est-ce que je projette mes collaborateurs dans leur évolution? Est-ce que je projette également ma famille dans son évolution? Je suis maman d'un fils de 16 ans. Est-ce que je le projette dans son évolution également? Voilà. Donc, à quoi ça sert tout ce que je fais au quotidien? Ça me nourrit moi, mais est-ce que ça nourrit également ceux qui sont autour de moi? C'est vraiment mon rendez-vous de chaque jour. Ok, très bien. Donc du coup, on revient aux freins. Madame Tulle, est-ce que vous pensez que l'homme, dans sa globalité, peut être un frein justement à la réussite de la femme ou... Oui. Alors, il est perçu socialement. Alors, je pense, est-ce que c'était pour à moi? Oui, mais je n'avais pas beaucoup de
Alors, je vais faire part de mon expérience. J'avoue que moi, je me suis beaucoup battue. Pourtant, j'avais à mes côtés des hommes qui, notamment un qui a été président du Conseil général et qui a tout fait pour la promotion des femmes et qui a permis justement qu'il y ait, on le voit aujourd'hui, que ce soit à l'ex-Conseil général ou aujourd'hui à la collectivité, beaucoup de femmes au poste de certaines responsabilités. Mais c'est vrai, le combat était difficile parce que on ne nous attend pas forcément à ces postes. Être vice-présidente de la première assemblée de Martinique, on ne m'attendait vraiment pas à ce poste et c'est vrai qu'il a fallu batailler au sein même, au sein du bureau de l'Assemblée pour pouvoir, même entre nous, que je puisse, imposer, comme l'a dit qui je suis, mes prises de position. Et ça, on sent bien que, je ne sais pas si ce sont les hommes, honnêtement, qui sont au front, bien si c'est nous, c'est l'éducation qu'on a reçue. En plus, dans le milieu politique, vous avez aussi le poids de ceux qui ont déjà un parcours. Vous imaginez, je suis arrivée au sein de l'Assemblée territoriale de Martinique, au bureau de l'Assemblée, avec Claude Lise, avec Monsieur Monplaisir, avec Jean-Philippe Nilon, voilà. Et donc, il fallait que je fasse ma place. Et pourtant, ce sont des hommes, quand on discute avec eux, qui paraissent très à l'écoute, très ouverts. Mais c'est vrai, le fait de se retrouver ensemble, le fait de discuter, ils ont l'habitude, en fait, de discuter entre hommes, ils ont l'habitude. Et toi, Marie, s'il y a quelque chose, il y a de l'eau, il manque de l'eau, tu peux aller, voilà, tu peux appeler, tu peux aller voir les assistantes pour leur demander. Ils vont jamais se dire, Jean-Philippe va, non, bon, mais Marie-France, tu peux, voilà, il y a toujours ce côté où on considère que la femme, elle est au service ou bien elle sait, alors c'est toujours le côté entre guillemets soi-disant flatteur, mais tu sais faire mieux, tu es plus à l'écoute, tu sais faire mieux. Alors, donc c'est vrai que, et c'est à nous, et moi je pense que je l'ai très clairement fait, j'ai reposé pour recadrer, replacer, remise des choses à leur place, en disant non, mais pourquoi un tel ne peut pas aller, pourquoi c'est moi, non, parce que moi, nous quatre là et c'est moi, non mais attendez, non, allez-y. Donc c'est vrai qu'il faut aussi savoir s'imposer, mais pas s'imposer, je crois, juste pour s'imposer, mais remettre les choses à leur place, dire voilà, il y a eu une élection, chacun, nous avons eu notre place, notre poste, je ne suis pas plus ni moins légitime que toi, donc voilà, j'ai ma place et vous devez respecter, c'est la même manière. Alors c'est vrai que là aussi, les femmes, j'ai constaté, c'est même pas au niveau de la formation, mais même aller pour avoir des postes à responsabilité. Vous voyez, dans le domaine, et ça c'est quelque chose que j'étais presque en lutte avec mes collègues. Je leur disais, mais pourquoi vous ne venez pas aux semaines au niveau de l'électricité? Pourquoi vous n'allez pas dans le transport? Pourquoi vous n'allez pas là? On me dit, ah oui, mais c'est technique. Et je dis, parce que vous pensez que les mecs qui vont à l'électricité connaissent quelque chose en électricité? Non, mais ils y vont. Parce que, ça les intéresse. Et puis ils se disent, tant pis, j'aurai des techniciens qui vont m'expliquer. Tandis que nous, les femmes, on se dit qu'il faut qu'on maîtrise. Comme disait Catherine, il faut qu'on maîtrise. Voilà. Il faut qu'on maîtrise. Et comme on ne maîtrise pas, on s'interdit. On ne va pas. Alors que la plupart des femmes qui sont sur le bord la plupart des personnes qui sont sur le bord de la route, qui prennent des transports, ce sont des femmes. Donc, elles devraient au contraire se sentir peut-être plus concernées. Tandis que les femmes, on les retrouve dans les domaines de la petite enfance. Elles y vont naturellement. Dans le social, voilà. Elles y vont naturellement. Tandis que tout ce qui est technique, énergie, le domaine de l'énergie, elles ont un peu de mal parce qu'elles ne connaissent pas, sauf lorsqu'elles ont elles-mêmes cette compétence. Elles l'ont fait ce parcours. Donc, en tant qu'élues, elles vont plus se retrouver. Alors que des fois, il y a des élus qui n'y comprennent que dalle. Au départ, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. Et c'est vrai que lorsqu'ils sont accompagnés par des techniciens, comme n'importe qui, ils finissent par comprendre, par entrer et tout. Parce que moi, je l'ai vu, quand j'étais dans le domaine de l'eau, puisque j'étais présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, ce n'était pas du tout mon domaine, le domaine de l'eau,
radio, le domaine des tuyaux, le domaine des réseaux. Non, ben voilà, je me suis mise là, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai cherché à comprendre, je me suis accompagnée de techniciens et de techniciennes, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que la présidence à l'époque du comité de l'eau et de la biodiversité, j'étais présidente du comité de l'eau et de la biodiversité avec une femme qui est administratrice à la plus haute fonction, on va dire, de la collecte de l'administration, qui était au niveau, comment dirais-je, directrice de l'office de l'eau, et j'avais une femme aussi qui était au niveau de la DEAL, directrice de la DEAL. Donc c'est vrai que quand on avait ces trois femmes face à des élus hommes, on sentait que ça c'était pas tout le temps évident. Mais justement, question-réponse, parce qu'il faut qu'on écoute le Père Benjamin. On a le Père Benjamin qui va nous parler pendant 15 minutes, mais puisqu'on parle des femmes, est-ce qu'il y a une solidarité féminine justement pour dépasser ces barrières, ou au contraire, c'est le contraire? En deux mots, j'ai envie de dire, pour ma part. À mon sens, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Tout simplement, une femme qui va s'engager dans des lieux de pouvoir, elle peut renvoyer à elle-même une autre femme qui ne s'est pas autorisée une telle aventure et une telle place. Voilà, elle peut la renvoyer finalement à des désirs enfouis, à des désirs vraiment refoulés. Et puis, ça peut être très déstabilisant. On peut déstabiliser une autre femme. Donc, il y aura cette tendance à vouloir critiquer, tirer vers le bas, pouvoir attendre éventuellement le moment où il peut y avoir une maladresse, on peut trébucher, parce que on les renvoie à elles dans ce qu'elles auraient souhaité. Et puis il y en a d'autres qui sont pleinement, vraiment dans une belle sororité et qui nous accompagnent. On peut vraiment parler sans filtre, on peut se confier, et on sait en effet que on est porté par cette sororité qui fait corps autour de nous et qui nous permet de traverser, y compris les moments difficiles. Mais je pense que cette sororité peut encore prendre de l'ampleur, et nous avons besoin aussi de partager notre expérience et de pouvoir dire aux autres femmes qui ne se sont pas autorisées, ce n'est pas trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Sauf si vous avez choisi de ne pas le faire. Mais en dehors de vous, tout vous attend. Donc, justement, concernant les freins, pour finir cette partie-là, donner la parole, parce qu'il faut qu'on finisse à midi. Est-ce que vous pensez qu'en Martinique, les héritages culturels, historiques, notamment le colonialisme, une société marquée par des rapports de genre traditionnels, amplifient certains faits à l'égalité, le patriarcat, est-ce que c'est trop prononcé, etc. Qui veut répondre à cette question? Exactement, mais ceci étant... Parce que là, on est parti un peu sur les solutions, donc on n'est pas encore arrivé à ça, mais voilà. D'accord. Allez. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est, même si on revient souvent à l'image de la femme potomitan, c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est patriarcale, où on a l'habitude, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le monde économique, mais aussi dans le monde politique, d'avoir une présence en fait forte des hommes. Et on n'attend pas forcément, effectivement, les femmes dans ce type de situation. On les attend. Derrière, j'ai presque envie de dire que cette expression de potomitan, c'est presque en fait un artifice qui amène les femmes à rester dans leur champ traditionnel qui est celui de la famille, parce que le potomitan, il est là pour tenir la famille, il n'est pas là pour aller peut-être dans d'autres domaines. Donc effectivement, en ce sens, je pense que cet héritage implique effectivement la situation que l'on vit aujourd'hui. Et peut-être aussi, toujours dans cet héritage culturel, cette espèce d'absence de solidarité entre femmes que l'on peut constater, je pense que c'est peut-être aussi comme ça que notre société a été construite au travers de l'esclavage, où finalement, entre guillemets, le maître était là pour éviter qu'il y ait une solidarité entre les esclaves. Et notamment aussi, je pense que les femmes n'échappent pas à ça, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux, justement, où les femmes se retrouvent pour cultiver cette sororité qu'évoquait Catherine Rodap. Donc, et je pense que là, il est trop tôt pour parler des solutions, mais je pense que ça passe effectivement aussi par là. Ok, vous voulez dire quelque chose? Non, c'est qu'on va poursuivre. Bon. Donc, du coup, on a parlé de l'esclavage, mais on va remonter beaucoup plus loin. On va regarder le rôle de la femme dans la Bible. J'appelle le Père Benjamin. Oui, donc je dois vous présenter un parcours sur la femme dans la Bible.
Et je vais déjà vous présenter le projet de Dieu, la femme dans le projet de Dieu. Déjà la dimension anthropologique, hein, pas d'où vient la femme, mais pourquoi la présence de la femme dans le projet de Dieu, le rôle de la femme dans ce projet, et puis présenter plusieurs figures de femmes dans l'Ancien Testament, des femmes mères, des femmes stratèges et également des femmes qui ont exercé le pouvoir en Israël. Et puis dans le Nouveau Testament, je vais m'arrêter à Marie-Madeleine, la femme pécheresse, la femme, mais finalement à qui Jésus va révéler la résurrection, qui aura cette mission de dire qu'il est ressuscité à ses disciples. Et puis la figure de Marie, qui récapitule bien toutes les figures de femmes et qui est un modèle pour, pas seulement pour les femmes, mais au-delà des femmes, mais pour tous les chrétiens, pour toute l'humanité. Déjà, dans le livre de la Genèse, Genèse 1:26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » On voit que dès le début, Dieu crée l'humanité, hommes et femmes. Il a voulu le féminin et le masculin, la complémentarité. Et puis, en Genèse de 18 jusqu'au verset 25, le Seigneur dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Et avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Donc on va déjà au niveau anthropologique. Bien, l'homme et la femme vont ensemble. La femme, bien, c'est celle qui va permettre à l'homme de sortir de son repli sur lui-même, de découvrir ce qu'est l'altérité et de aller vers une autre. Il y a bien sûr cette dimension de fécondité, et puis l'homme et la femme ont cette mission de veiller sur la création de Dieu. Et ils ont tous les deux une mission. Et la mission de veiller sur la création leur est confiée. Alors, on voit que être femme dans la Bible, c'est être fille, être jeune fille vierge, être épouse également, et souvent épouse de roi, épouse bien de l'homme qui a été choisi pour elle. Et être femme, c'est être mère, ou encore être une femme stérile et qui va accueillir la grâce de Dieu d'enfanter. C'est aussi également être une veuve. Alors dans la Bible, on voit plusieurs typologies de femmes, plusieurs figures qui représentent les différents parcours, différentes histoires et différentes aussi réalisations de la féminité à travers leur mari, leur époux et à travers leur enfant. Donc, oui, il y a premièrement Sarah, qui est une figure emblématique, l'épouse d'Abraham, qui est bien sûr réputée pour sa beauté, et qui sera la mère d'Isaac, le fils de la promesse, puisqu'Abraham, n'ayant pas d'enfant, Sarah va lui proposer sa servante, Agar, l'Égyptienne, et qui sera la mère d'Ismaël. Et Ismaël, elle est
comme on dit, la mère bien d'une partie du peuple sémite, hein, puisque les Arabes, ce sont aussi des sémites, mais c'est le fils de Sarah qui sera vraiment le fils de la promesse. Et on voit déjà l'enjeu de la femme par rapport à la descendance, par rapport à dans la promesse de Dieu. Il y a également des femmes qui ont exercé le pouvoir, qui ont eu du pouvoir. Par exemple, on voit Esther, qui était une femme stratège, la femme du roi Assuérus, et elle va défendre l'intérêt de son peuple tout en étant l'épouse d'un roi païen. Elle n'oublie pas qu'elle est d'abord juive et elle défend les intérêts de son peuple lorsque bien ceux-ci sont menacés. Il y a également d'autres femmes dans la Bible qui vont exercer le pouvoir, comme Déborah, qui sera la seule femme parmi les juges d'Israël, puisqu'en Israël, au début, il n'y a pas eu la royauté, et la royauté est venue après, lorsque les fils d'Israël ont demandé à Samuel de leur donner un roi. Elle sera l'une des rares femmes parmi les juges d'Israël. Et puis, il y a cette femme, Jézabel, qui a été l'épouse du roi Akab, qui va finalement exercer le pouvoir à la place du roi, et notamment dans le récit qui concerne le conflit qu'opposait le roi avec Nabot, qui ne voulait pas lui donner son champ. Et Jézabel, elle a pourchassé le prophète Élie, et elle a exercé vraiment le pouvoir. Elle a été une femme d'État, elle a pris des responsabilités. Et puis une femme qui a été vraiment reine, qui a pris le pouvoir parce qu'on avait tué son fils, c'est Athalie, qui a épousé le roi Joram et qui devient reine, elle aussi, et son fils est assassiné, et elle fait tuer bien tous les prétendants au trône, et pendant un certain temps, pendant 4 ans, il me semble, elle va exercer le pouvoir en Israël jusqu'à ce qu'elle soit destituée, et le pouvoir va revenir à Joas, son petit-fils. Et il y a une femme qui va exercer une grande influence dans la royauté en Israël, malgré elle. C'est Bethsabée, qui est la femme de militaire, Uri, et le roi David convoite cette femme, il fait tuer son époux au combat, et elle deviendra son épouse, et elle va se battre, cette femme, pour que son deuxième fils devienne roi. Elle est la mère du roi Salomon, et elle va écarter tous les prétendants pour que son fils devienne roi. Donc, elle a décidé de jouer de sa situation pour bien tirer un avantage pour son fils. Bien sûr, il y a personnage parmi ces femmes que l'on connaît, qu'on a vu au cinéma, Dalila, Samson et Dalila, comment Dalila va mettre sa stratégie en place pour finalement vaincre Samson, qui est l'invincible et qui avait son pouvoir dans ses cheveux. Elle va l'attirer, le séduire, le pouvoir de la séduction. Et ce guerrier va se laisser séduire, et dans son sommeil, Dalila va faire que Samson ait
les 7 mèches de ses cheveux coupés, il va perdre toute sa force, toute sa puissance, puisque c'était là que se trouvait sa force, son pouvoir. C'est vrai que dans la généalogie de Jésus, il y a beaucoup de femmes, mais des femmes de l'Ancien Testament. Et si on peut s'arrêter à la femme qui récapitule tout le pouvoir chez toutes les femmes, eh bien, c'est la Vierge Marie. Marie, elle est fille d'Anne et de Joachim, elle est fille d'Israël, elle est accordée en mariage à un homme de la maison de David, elle est l'épouse de Joseph, elle est mère de Jésus, sauf que toutes ces étapes de sa vie sont guidées par une décision de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Elle est pour nous, eh bien, Notre-Dame de la Nativité. Elle a été préservée du péché originel et par l'Esprit Saint, elle va mettre au monde son Fils Jésus. Elle est l'Immaculée Conception. Et pour nous, elle est la mère de tous les chrétiens. Elle est reine du ciel, reine des anges. Donc Marie, finalement, récapitule tout ce que ces femmes en Israël, depuis Ève, on l'appelle la nouvelle Ève, et Marie, elle est la femme, bien, qui est présente pas seulement chez les chrétiens, mais aussi les musulmans viennent prier Marie, puisqu'elle est considérée par eux comme la mère de l'avant-dernier prophète, Isha. Et les musulmans, c'est pas rare de les voir prier la mère de Jésus en tant qu'il est l'avant-dernier prophète de l'islam. Mais pour nous, Jésus, il est Dieu. Et puis une femme par laquelle je vais terminer, c'est Marie-Madeleine. Elle est cette femme pécheresse, prostituée, bien qu'on a voulu lapider et qu'on a rejetée. Et c'est cette femme qui, à la résurrection, devra dire aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité. Va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je les attends en Galilée. Donc à la résurrection, qui est le cœur de notre foi, Jésus ressuscité, Jésus se montre à une femme. Il ne se montre pas aux disciples qu'il a choisis, qui l'ont accompagné. Et ça nous montre bien comment, dans le mystère du salut, Jésus a donné toute sa place à la femme, et face à la femme adultère, il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, bien, Marie, en tout cas, est pour nous le modèle de femme qui récapitule tout ce que Dieu veut pour finalement l'homme et la femme dans leur relation. Bien, je vais m'arrêter ici pour cette présentation. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, je trouve vraiment passionnant. On aurait pu du temps à écouter plus et revoir les femmes de la Bible sous cet aspect-là. Moi, j'avais pas vu qu'elles avaient autant de pouvoir, en fait. Voilà, donc en tout cas, c'est très très intéressant. Ça donne envie d'aller lire, hein, n'est-ce pas? Donc, on va rapidement parler des solutions, finalement, pour que les difficultés soient moindres, si on peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mesdames les intervenantes, pour justement limiter les freins et donner plus d'accès aux femmes au pouvoir et tout. Voilà. Je voudrais revenir sur le... Excusez-moi, hein, c'est ça parce que c'est ce que je voulais... Oui, je sais bien, mais c'est pour introduire les solutions. Au niveau des limites, vous avez, dans les questions, vous posiez la question des inégalités sociales. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Et je voudrais dire quand même que c'est un frein important en Martinique, parce que nous avons beaucoup de familles monoparentales en Martinique, plus que dans l'Hexagone. Et c'est assez significatif.
Et que donc de ce fait, cette situation familiale martiniquaise est en elle-même un gros frein. Parce que quand et donc évidemment ces sociétés monoparentales sont généralement donc composées d'une mère seule avec ses enfants, et que ça c'est un frein significatif en Martinique. Et un autre sujet toujours sur les inégalités sociales, c'est en tout cas dans le monde des affaires, pour se lancer il faut quand même un apport, il faut avoir mis des sous de côté, et que on sait tous que les femmes à compétences égales gagnent moins, et donc généralement elles ont moins la possibilité de faire des apports. Et donc ces éléments structurels de la société martiniquaise sont selon moi des freins significatifs. Donc je voulais en parler parce que parmi les solutions, il y a évidemment la solution de l'accompagnement notamment par des associations, par des organisations patronales, et je pense que les femmes martiniquaises ont d'autant plus besoin de cet accompagnement, une fois qu'on a mis en exergue les limites sociales. Voilà. Quel rôle les institutions, les entreprises, la société civile peut jouer aussi en termes de solutions? Le MEDEF Martinique a une commission femmes chefs d'entreprise, présidée par Nathalie Sébastien, présente aujourd'hui. Et vraiment, c'est un espace dédié où nous prenons des temps d'échange, d'écoute, de proposition de la femme entrepreneur, quel que soit son secteur d'activité. Au mois de mars dernier, nous avons fait vraiment un beau parcours qui a été diffusé sur ATV, le parcours de femmes entrepreneurs, et montré des expériences de femmes ayant osé l'entrepreneuriat dans des secteurs très très différents, avec des témoignages tellement authentiques, tellement vivants, tellement vibrants, et ça me semble au rang des solutions, une solution vraiment avec une vraie valeur ajoutée. Témoigner, partager son expérience, dire le chemin parcouru avec les constructions qui s'en sont suivies, c'est une des façons de pouvoir aller rencontrer les autres femmes et leur dire c'est aussi possible pour vous. Souvent, être entrepreneur, et ce, homme ou femme, c'est un parcours très solitaire, avec une responsabilité immense. On parle justement de la solidarité, de la solitude. Absolument. C'est un parcours très solitaire. Du coup, Catherine, il faut être accompagné tout le temps pour justement obtenir ce pouvoir-là. Il faut avoir des espaces de rencontre. Voilà, c'est important. Être accompagné tout le temps, non, parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est aussi une marche, une traversée solitaire. Et puis aussi, on aime prendre une part de risque. Le risque, c'est dans notre ADN. On aime garder le lead sur ce que l'on fait, mais avoir des espaces de parole, des espaces de réflexion, des espaces où on mène des actions croisées, c'est très important. Que les expériences des autres soient partagées. Et je voulais y revenir, on ne sait pas suffisamment ce qui est fait sur le territoire en termes d'entrepreneuriat. J'ai rencontré des femmes extraordinaires que je n'aurais jamais rencontrées sans être au MEDEF. Et là, il faut que tout le monde sache. Il faut qu'une jeune femme puisse se dire à l'âge de 16 ans, 18 ans, tiens, il y a telle femme de 25 ans, de 30 ans, de 20 ans qui a osé. Oh là, ça peut inspirer mon projet de vie. Alors, on parle des parcours des femmes influenceuses. On sait en effet que rapidement elles gagnent de la célébrité, que rapidement elles ont des revenus très conséquents, mais ça reste juste un petit précaré où finalement la jeune femme, si elle doit être entrepreneur, ce sera dans le domaine du métier d'influenceuse. C'est extrêmement réducteur parce que cette influence, c'est très bien comme métier, mais c'est pas que cela. Donc, au
on manque de ces temps de croisement, de partage et de réflexion ensemble, pour ensuite que chacune, on puisse bien repartir, nourrie de l'expérience de l'autre, nourrie des réflexions qui ont été croisées, pour pouvoir ensuite construire son propre projet, son propre cheminement et accueillir aussi ses propres constructions. Donc je pense que quand on parle de solutions, ces solutions de partage sont importantes. Une autre solution, et je passerai ensuite la parole à madame, c'est celle de... Voilà. L'éducation est ce qu'elle est, mais elle est en pleine évolution. Mais dans tous les cas, tout part de soi. Tout part de soi. On peut difficilement demander à notre société, même si on va l'y inviter, à notre famille, même si on va l'y inviter, de faire en fait ce chemin. C'est nous qui allons impulser le changement. Donc, comment dans l'éducation donner à une fille, lui donner progressivement cette prise de conscience d'elle-même? Ça, c'est un rendez-vous important. Et plus cette prise de conscience est accompagnée tôt, et plus en effet l'évolution est remarquable. Je trouve que au MEDEF ou les autres proches du GPM, tout ça, il y a souvent des visites d'entreprises par les collégiens, les lycéens, tout ça, etc. Comme tu parlais des personnes de 16 ans, je trouve là justement c'est certainement l'une des solutions aussi, les inciter déjà à voir ce qui se fait, qu'ils développent aussi leur intention plus tard, qu'ils se projettent. Nous avons eu la semaine école entreprise, oui. Début novembre, où les collégiens, y compris les collégiennes, ont rencontré le monde de l'entreprise avec le village école-entreprise organisé dans les jardins du MEDEF Martinique. Donc c'était vraiment un moment de partage, de retrouvailles, avec des questions-réponses. Et j'ai pu découvrir des jeunes extraordinaires, notamment les jeunes du lycée de Bellefontaine, qui ont créé un jeu en chair homme-là, avec des questions vraiment culturelles autour du Rhum, de son activité, mais avec un travail d'une haute qualité. Donc on a besoin aussi de ces rencontres. Ils ont besoin de nous rencontrer, mais on a besoin en effet de ce B2B et de ces temps de retrouvailles. De ces transmissions. J'ai pu rencontrer des jeunes lycéens au lycée du Marin qui ont construit un circuit de filtration de l'eau de façon totalement naturelle pour ensuite assurer des réserves et des consommations d'eau qui soient potables. Donc on a de vraies valeurs ajoutées sur le territoire. On a de vrais savoir-faire, mais on manque en fait d'espace de retrouvailles. C'est comme si la réussite d'une femme gêne. C'est comme si en fait on vit sa réussite de manière très inclusive. C'est comme si il y a cette réserve à pouvoir dire j'ai fait des conquêtes, j'ai eu des réussites, j'ai réussi là, c'était difficile, mais j'ai tenu bon. Il y a en fait cette réserve à pouvoir partager ces conquêtes parce qu'on a tellement peur d'être fustigé, on a tellement peur d'être tiré vers le bas, on a tellement peur de générer de la convoitise ou de la jalousie que finalement on vit ces petites conquêtes très solitairement en famille. Non. Partageons et transmettons, c'est notre rendez-vous, même notre responsabilité sociétale. Madame tout l'attend. Non, allez. En fait, je voudrais réagir sur pourquoi finalement cette réussite, elle est un peu solitaire ou un peu inclusive, comme tu le dis. Je pense que c'est un peu aussi, peut-être l'éducation reçue. Je pense que peut-être que dans l'éducation des filles ou dans la personnalité des femmes, il y a plus finalement cette espèce de modestie qui existe, et c'est pour ça qu'on ne se raconte pas. Et finalement, le fait de ne pas se raconter, on ne se permet pas d'être un modèle pour les autres, pour les jeunes générations. Et puis quelque part, ça alimente potentiellement, entre guillemets, peut-être un procès en illégitimité ou un procès en incompétence. Et c'est pour ça que c'est effectivement important de se raconter. Mais je suis pas sûre que ce soit forcément parce qu'on craint d'être fustigé, critiqué, mais peut-être aussi parce qu'il y a cette
on a un peu le sentiment de se dire qu'on n'a pas besoin peut-être de se raconter, nos résultats vont parler pour nous. Et on est peut-être plus effectivement dans la recherche de résultats, j'allais dire dans l'efficacité, plus que dans le, entre guillemets, le paraître. On pense qu'on n'a pas besoin de se raconter pour montrer en fait notre efficacité, notre compétence et notre apport finalement à la société. Si on est fait de la politique, notre volonté de transformer la société, si on est dans le monde des affaires, notre volonté de faire grandir le tissu économique sur lequel on se situe. Donc voilà, j'aurais peut-être un regard moins négatif sur le fait de rester en fait un peu dans cette discrétion, dans cette modestie. Absolument, je te remercie Nathalie. En revanche, j'ai envie de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a aussi, l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a aussi ce constat, même si on ne va pas s'identifier à cette réalité, mais elle est aussi présente. Alors, il faut aussi la transcender, aller de l'avant. Il est exact que la femme n'a pas... En revanche, on a cette responsabilité de partager, de dire ce que l'on a fait. On ne sera pas rencontré, on ne sera pas connu, on ne saura pas en fait si on ne dit pas ce qu'on a fait, on ne dit pas ce qu'on a traversé. C'est important, vraiment, voilà, quels que soient les angles d'approche, c'est en tout cas ce rendez-vous du partage pour moi participe aux solutions nécessaires pour ouvrir les chakras, ouvrir les horizons. Mais Madame Tout, comment faire justement pour avoir ce partage-là? Comment faire pour inciter justement, parce que Catherine dit qu'il faut savoir ce qu'on fait, il faut dire ce qu'on fait, etc. Mais il n'y a pas de biais tout trouvé pour qu'on puisse afficher ce que l'on fait non plus. Et puis, Madame Hébert parlait d'argent. Justement, des fois, quand on n'a pas suffisamment de moyens, la banque ne va peut-être pas faire confiance non plus. Si c'est un homme, il va se débrouiller ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, la femme, d'emblée, on ne fait pas déjà pas confiance, c'est une dame toute seule qui vient porter un projet. Voilà, il y a cet aspect-là en termes de solutions. Donc du coup, je pense qu'il faut développer aussi très jeune, chez les jeunes gens, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, savoir-être, savoir-faire, etc. On apprend ça dans les formations qu'on fait, par les images, on fait ces formations-là. Voilà, je coupe la parole à Madame Toul, allez-y. Alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, et je veux confirmer ce que Madame Rodab disait, il y a énormément de jeunes femmes, chefs d'entreprise qui font des choses extraordinaires. Moi, en tant qu'élue, j'ai eu à les rencontrer et j'étais vraiment époustouflée. Énormément aussi de jeunes femmes qui font des études brillantes de l'université. On en a rencontré de jeunes ingénieurs qui font des choses vraiment extraordinaires. Et il faut aussi les faire connaître. Il faut créer, il faut qu'il y ait cette volonté politique, cette volonté de les faire connaître, de les mettre en avant. S'agissant des jeunes filles ou garçons qui vont rencontrer des entreprises, qui vont découvrir des entreprises, il ne faut pas simplement sensibiliser les jeunes, mais aussi sensibiliser les parents. Parce que bien souvent, encore une fois, lorsqu'une jeune fille dit voilà, je veux faire une merde, mais c'est pas fait pour toi, mais tu vas pas y arriver. Voilà, moi, j'avoue que j'étais plus jeune, moi je voulais être commissaire de police. Ma maman m'a dit que j'étais folle, que c'était pas possible, que j'étais non seulement noire, mais encore une femme en France, ce serait pas possible et que je n'allais pas y arriver. Voilà. Donc, des fois, les parents, parce qu'ils ont peur pour nous, parce qu'on a toujours l'habitude d'une petite fille, ça a des petits nœuds, c'est tout mignon, c'est tout gentil. On a toujours l'impression que les filles, elles évoluent forcément dans de la douceur et dans des choses douces et tout, alors que quand on parle du monde économique, c'est un monde difficile. C'est pas facile. Le monde politique encore bien plus. Où on est parfois lâché à la vindicte populaire. On voit bien, on connaît certains élus, et c'est vrai que parfois les propos sont durs, difficiles, plus durs que pour les hommes, parce que bien souvent, on remet en cause même l'intégrité même de la femme. L'homme, on ne va jamais chercher à savoir comment il est arrivé là.
il est là, bon point. Tandis que Mademoiselle, non, comment dire Mademoiselle arrivée là? Il fait, pour que Mademoiselle soit là, c'est qu'elle a fait quelque chose. Quoi? On ne sait pas. Bon. Donc, il faut qu'on cherche. Et puis, quand on va chercher, et puis c'est après qu'on va se dire, ah ouais, mais ma foi, elle a quelque chose dans la tête. Mais ça vient toujours, il y a toujours cette suspicion que, voilà, on a peut-être biaisé, ou bien, voilà. Donc, on fait un second couteau, c'est parce que, voilà. Donc, c'est pas, on n'a pas toujours cette reconnaissance forcément de dire, oui, voilà, c'est parce qu'elle elle est là, elle est à sa place. Donc, il faut aussi, me semble-t-il, changer le regard de la société. Il faut aussi que la société, même entre nous et surtout en Martinique, on a ce regard des jeunes femmes quand elles évoluent dans un monde dit masculin, de toujours avoir cette suspicion, un regard un peu douteux. Donc c'est important ça, qu'on puisse avoir un autre regard sur les femmes, un autre regard et se dire, ben ma foi, elles sont à égalité, enfin elles sont complémentaires et qu'elles ont toute leur place. Il faut aussi au niveau de l'éducation, on l'a dit, hein, pour les parents, encore une fois, c'est extrêmement important, la manière dont nous élevons aussi nos garçons, nos filles, mais aussi nos garçons, parce que là aussi c'est très important. Mais je suis en tant que maman de 5 enfants, 3 garçons, 2 filles et aujourd'hui grand-mère de 15 petits-enfants, je sens que les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'évoluer, parce que peut-être qu'il y a des mères qui réagissent et qui élèvent les garçons différemment. Et je vois autour de moi, lorsque je vais rencontrer mes petits-enfants à l'école, à la crèche, chose que je ne voyais pas, des papas qui viennent chercher aussi avec le sac, voilà, qui courent aussi, comme les mamans. Je vois un petit peu plus ça. Je vois beaucoup plus de papas qui viennent en réunion à la crèche. Voilà, je vois un peu plus. Et c'est vrai que derrière, on dit, oui, mais j'ai rencontré, je dis, oui, mais maman, elle est où? Comme ça, une collègue qui disait, mais maman, elle est où? Qui donne un enfant. Mais maman, elle est au boulot, maman est au travail, et lui, papa, il était là. Donc, c'est vrai que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Il y a eu la loi sur la parité pour revenir au niveau du monde politique, qui a aussi aidé, qui a aussi contribué à faire entrer plus de femmes en politique. Mais là aussi, il faut aussi que les femmes, elles prennent leur place. Parce qu'on a parfois l'impression qu'elles sont là parce que, voilà, par le bon vouloir de la loi ou des hommes. Non, il faut qu'elles prennent leur place et qu'elles n'hésitent pas vraiment à comment dirais-je, avoir de l'audace entre nous, hein, comme les hommes, avoir de l'audace, avoir de l'envie et à ne pas avoir forcément peur des critiques, des qu'on dira-t-on, et de vraiment se lancer sur ce qu'elles ont envie de faire, sur ce qu'elles veulent faire. Si elles ont envie de se lancer dans le domaine de l'énergie, d'aller voir ce qui se passe et de comprendre comment c'est ça, de comprendre pourquoi le système du transport, eh bien qu'elles y aillent. Puis les gens vont petit à petit finir par s'y faire. Parce qu'aujourd'hui, on a fini par comprendre qu'il y a des femmes qui conduisent des bus, des camions. Au début, elles paraissaient comme des femmes sorties un peu extraordinaires. Mais maintenant, bon, tout le monde s'est habitué. Donc je crois qu'il faut aussi que nous, femmes, nous ayons aussi entre nous qu'on puisse, et ça on ne le fait pas suffisamment, s'encourager et au moins mutuellement avoir cette solidarité. Moi j'avoue que ça me fait plaisir de voir qu'il y a surtout des jeunes, hein, en plus c'est magnifique, c'est merveilleux, autant de jeunes femmes qui réalisent des choses et qui prennent des postes à responsabilité et qui sont là non pas parce qu'on a bien voulu, mais parce qu'elles ont les compétences. Et parce que non seulement elles ont les compétences, elles ont le caractère, elles ont tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent assumer ces postes. Et moi, je crois qu'il faut que nous femmes, qu'on puisse aussi être dans cette dynamique de se dire et de porter, comme pour nous, c'est une fierté de le dire aussi et de dire à nos garçons, voilà, elles font aussi ça, c'est très bien. Et voilà, donc ne pas installer, et je crois qu'il faut faire attention à ne pas installer non plus, comment dirais-je, il faut faire plus comprendre que
la complémentarité. On peut tous faire. C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut que toi, tu es un gars, tu te sentes lésé, vice-versa. Par contre, il ne faut pas non plus diminuer l'homme. Je crois qu'il faut vraiment que chacun puisse trouver sa place et vraiment changer son regard au niveau que la société change son regard au niveau du pouvoir de la femme. C'est pas simplement le pouvoir n'appartient pas simplement à un homme. Il y a une catégorie sociale parce que ça aussi c'est extrêmement important. Surtout si vous avez des jeunes femmes qui sont sorties dans des milieux un peu difficiles, qui ont travaillé et qui ont été aidées parfois par la collectivité, par la famille, des parents qui ont peut-être, et on les voit arriver là. Et, oh, mais comment vous allez arriver là? C'est que, voilà, au lieu de dire ben, bravo, elle s'est battue, elle a fait, mais c'est oh, mais comment vous allez arriver là? Dire ben, moi pas comprendre. Voilà, donc je crois qu'il y a tout cela à faire, mais je reste quand même aujourd'hui très positive parce que les choses sont en train d'évoluer. Nous avons de plus en plus de femmes et de jeunes femmes mères. Mères M-A-I-R-E, voilà, et qui sont aussi mères M-E-R-E, et qui mènent les deux avec brio. Les choses sont parfois difficiles parce que j'avais l'occasion de le dire à mes collègues hommes élus en plénière quand il est 22h et que les débats et qu'on redit la même chose. Nous les femmes, on ne redit pas la même chose. On a dit quelque chose, on ne va pas redire, pas tout le temps. Les hommes beaucoup plus dans la redite. Les hommes sont parce qu'à un certain moment, nous on a besoin d'entrer chez nous. On sait qu'il faut qu'on s'occupe des enfants, il sait qu'il faut qu'on s'occupe machin, tandis que les hommes quand ils arrivent, il y a madame qui a fait le repas, qui s'est occupée des enfants, qui a géré et tout. Qui s'est occupée d'elle aussi. Voilà, voilà. Tandis que nous, même si c'est vrai, on a un compagnon qui peut être formidable, etc. et tout, il fait sentir que voilà, j'ai besoin de toi à la maison. Il y a un moment où tu peux, mais à un moment, il faut qu'on rentre en cas, il a ma fille. Oui, c'est un enfant qui dit, on dit c'est parce que la mère n'est pas là. Voilà, et j'ai eu des collègues élus qui ont très mal vécu, où on disait, dans certaines municipalités, je ne vais pas citer le nom, mais des collègues qui me disaient, on leur disait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, va t'occuper de tes enfants, quoi. Demain matin, si tes enfants ont un problème, tandis que l'Assemblée nationale, on a entendu ça à l'Assemblée nationale. Oui, va t'occuper de tes enfants, mais pourquoi voilà. Et si jamais il y a un enfant qui a un problème, une difficulté, ça arrive à se savoir, c'est pas, ah oui, mais c'est parce que sa maman fait de la politique, c'est parce que sa maman travaille tard le soir, les chefs d'entreprise travaillent tard le soir, mais c'est jamais la faute du papa. Ou rarement. C'est clair. C'est rarement la faute du papa. Ça, il faut rechanger. Ça revient toujours, c'est la maman qui n'est pas là, qui n'est pas suffisamment présente, qui ne fait pas les choses comme il faut. Voilà. La culpabilité, voilà, en fait, c'est ça, en fait, c'est fait pour chercher à faire ça. Mais Madame Ebader, votre père a bien fait les choses, effectivement, 50-50 en toute égalité, mais il y a aussi cet aspect de formation aussi parmi les solutions. Parce qu'il vous a dit ça, ok, mais en fait, vous n'êtes pas parti de rien. Voilà, donc je pense que la formation pour s'en sortir aussi, c'est certainement un volet très important. Oui. Alors, juste pour rebondir, juste pour rebondir. Alors, je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit. Il faut ouvrir le champ des possibles. Il faut vraiment l'ouvrir, à la fois par l'exemplarité. Donc, il faut que des femmes inspirantes puissent parler, se montrer. Vous demandiez comment tout à l'heure, mais il faut qu'elles soient visibles. Hein, les réseaux sociaux, les médias, les visites. Oui, il faut inspirer. Et puis, ouvrir le champ des possibles à travers l'éducation. En tout cas, dans mon cas, ça a été clé. Enfin, dès le départ, on m'a dit que tout était possible et que, comme mon frère, je pouvais y aller. Enfin voilà, il n'y avait aucune différence. Et en effet, vous parlez de formation, d'éducation. Je pense que pour accéder au pouvoir et surtout pour exercer le pouvoir, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir une grande confiance pour tenter, pour y aller et puis pour rester parce que on a des freins, des difficultés. La confiance en soi est un vrai sujet et aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a données, aujourd'hui, les jeunes filles en moyenne ont moins confiance parce qu'on ne leur a pas dit qu'elles pouvaient. Il y a plein de techniques pour développer la confiance en soi, etc. Ça maintenant, donc quoi, quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont vraiment confiance, mais en fait c'est de la poudre. Je ne sais pas, mais je sais que dans mon cas, c'est ce qui m'a fait tenir. C'est ce qui a fait que, je connaissais ma valeur et donc, face aux difficultés, je me suis rappelé, voilà, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai.
ma formation et puis mon éducation, et c'est ce qui m'a fait tenir. Et puis je voudrais pas, et donc l'éducation à la fois familiale et scolaire sont absolument essentielles. Mais je voudrais parler également de l'accompagnement, parce que moi c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans à travers Réseau Entreprendre. Il y a énormément de structures d'accompagnement sur l'île, à la fois l'accompagnement de l'entrepreneuriat, mais également l'accompagnement des femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il y en a plusieurs, elles ne sont pas du tout en compétition, elles sont complémentaires, parce que généralement elles ne proposent pas la même chose, et elles sont nécessaires. Pourquoi ? Parce que d'une part, entreprendre c'est difficile, entreprendre en Martinique c'est encore plus difficile, parce que pour des raisons historiques, structurelles, géographiques, c'est très très difficile de créer une entreprise et de la faire se maintenir, se pérenniser. Donc l'accompagnement est nécessaire de manière générale dans le monde de l'entrepreneuriat, et les femmes partant de plus loin en ont d'autant plus besoin. Et en Martinique, on a quand même un petit sujet de... On parle beaucoup de vivre ensemble, et c'est vrai, mais on a aussi un petit sujet de faire ensemble. Il y a quand même beaucoup d'individualisme en Martinique, beaucoup de... C'est pas dit ouvertement, mais dans les faits, en tout cas, moi je le vois dans mon économique, c'est un peu chacun pour soi, même si on essaye à travers les organisations de prôner un autre message. Et donc, l'accompagnement, par définition, va dans le sens opposé, c'est faisons ensemble. Et ceux qui ont des solutions, ceux qui savent comment faire, mais qui transmettent. Donc accompagnement, transmission, solidarité, je pense que c'est très important, et je pense que c'est une des solutions. Voilà. En plus de l'ouverture du champ des possibles, de tout ce qui a été. Effectivement, c'est vrai qu'on dans cette phase d'accompagnement, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, et notamment d'associations de femmes dans les secteurs d'activité, et c'est là aussi en fait que ça peut servir de tremplin justement pour que les femmes puissent gagner en confiance dans leur secteur d'activité et occuper des positions plus importantes. Et je pense que la notion de mentorat aussi est importante. C'est vrai effectivement que ces réseaux d'associations, avec le mentorat, on est sur un accompagnement qui est plus spécifique, et les mentors peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Et c'est ce que je rebondis un peu sur ce que disait tout à l'heure Madame Toul. C'est vrai il s'agit pas, c'est vrai qu'on parle des difficultés d'accès des femmes martiniquaises au pouvoir. Il ne s'agit pas que les femmes se construisent contre les hommes. En fait, on arrivera à une société plus inclusive avec la place qui leur revient en fait finalement aux femmes au sein de cette société, si ça va passer effectivement par le fait de le faire avec les hommes, parce que ne nous mentons pas, aujourd'hui le pouvoir est exercé essentiellement par les hommes, et si effectivement dans des sociétés un peu à l'image du père d'Anne-Laurence, il n'y a pas cette volonté effectivement de laisser la place, ça ne pourra pas se faire. Et donc c'est pour ça que cette notion de mentorat qui peut être portée aussi bien par des hommes que par des femmes, et donc qui vont donner l'envie, pousser, impulser, et permettre aussi à travers cet accompagnement de gagner en fait cette confiance en soi. Ça c'est un point qui est important. Mais je pense que de la même façon qu'en politique, il a fallu imposer des quotas. Alors je sais que le mot quota fait toujours un peu bondir, parce que voilà, on peut se dire mais est-ce que finalement ça ne va pas amener à mettre en position à une femme incompétente versus un homme parce qu'il faut répondre aux quotas? Non. En tous les cas, cette politique de quotas, ou en tous les cas le fait d'institutionnaliser cette volonté d'arriver en fait à une place plus importante accordée aux femmes, ça doit passer à mon avis par une volonté politique, ou alors par des décisions qui sont portées par les directions des entreprises, et de considérer qu'à un moment donné on va effectivement avoir décidé volontairement de féminiser les instances de gouvernance, féminiser les instances de pouvoir. Si aujourd'hui en fait on constate dans les conseils de surveillance ou les conseils d'administration d'entreprise qu'il y a une place plus importante qui est accordée aux femmes, c'est parce qu'il y a eu cette volonté de féminisation. Si dans les entreprises publiques, on constate effectivement qu'il y a cette dimension, avec des femmes qui sont de plus en plus à la tête de ces entreprises, c'est parce qu'il y a cette volonté de féminisation. Donc comme ça permet de créer des filières, ça permet de créer des parcours, d'accompagner des parcours, mais effectivement en aucun cas, et j'insiste pour le dire, ça ne veut pas dire que cette facilitation amènera en fait à mettre en situation de direction une femme qui n'en aurait pas les compétences. Mais au moins ça permet d'identifier des profils, ça permet de les accompagner et de créer les conditions pour qu'elles puissent accéder en fait à cette position de direction. Ça passe aussi par une volonté collective, une volonté de la société, une volonté politique au sens vie de la cité, de pouvoir en fait accompagner ces parcours. Ça rejoint ce que disait Madame Leclerc, faire ensemble, être ensemble, vivre ensemble, tout ça, etc. C'est tout ça, ça regroupe un peu.
j'adhère à 100%. Et tout cela va aussi permettre de construire ce dont tu parlais, d'abord l'estime de soi. C'est vraiment le socle. L'estime de soi qui est façonnée par l'éducation, par le regard des parents, le regard de la famille, mais aussi le regard de la société. Et des expériences de mentorat, des rencontres dans ce sens, sont précieuses pour pouvoir bien recevoir l'expérience des autres, recevoir les parcours des autres, et puis les faire rentrer dans l'équation de sa propre vie. En tout cas, l'estime de soi est indispensable. C'est un socle, je l'ai dit, c'est vraiment une valeur tellement précieuse qui donne la ressource de ne pas s'identifier, se laisser identifier par le regard des autres, par les mots des autres, par les réflexions. Ça permet de maintenir cette distance entre la vision qu'on peut nous renvoyer de nous et ce que l'on est fondamentalement. Alors, l'estime de soi, elle n'est pas, je sais pas, c'est pas une ligne droite, hein. Elle connaît des hauts, elle connaît des bas, mais c'est cette prise de conscience et puis ce dialogue avec soi et puis qui permet de nourrir aussi la confiance en soi. Mais ce sont des mots qui sont tellement dits, c'est tellement à la mode de pouvoir parler d'estime de soi, de confiance en soi. Ce n'est pas le fruit d'une méthode, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une solution académique, c'est vraiment quelque chose qui se construit au plus profond de son être, avec le temps, avec les réconciliations que l'on fait avec soi, avec les pardons que l'on pose dans la relation avec soi et avec l'autre également. Voilà. Moi, j'avais content d'entendre ça, se réconcilier avec soi-même, se demander pardon et tout ça, faire son meilleur culpa et tout. S'aimer, tout simplement. C'est le bon mot, voilà. Puisque l'argent, c'est l'amour qu'il faut développer. Et ça permet. Quand on est bien, on a une belle énergie qui nous pousse justement à aller plus haut vers la lumière. C'est bien lorsqu'on a la solution pour soi-même, pour aider les autres à trouver la solution pour eux-mêmes. Parce que si on est déjà un problème pour soi-même, un problème avec soi-même, on ne peut pas aider les autres à s'aimer. Parce que parce qu'on ne peut qu'accompagner les personnes. Il y a un moment, on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas faire. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre à la place des autres et il faut les accompagner, mais à un moment, il faut qu'ils se déterminent. On donne la main, on peut donner la main, mais on ne peut pas pousser. Donner la main, accompagner, marcher avec, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Au bout du petit chemin, c'est ça? Ah oui, un peu au bout du petit chemin. Puis, Jésus a dit avancer au large. Hein. Avancer au large, avancer dans les eaux profondes, en toute confiance. Et puis faire confiance à l'avenir, hein. Faire confiance à demain. C'est ce qui est important. Et commencer à initier des choses pour qu'on se fasse accompagner en fait. Celui qui ne fait rien, il n'aura rien. Celui qui montre qu'il a des aptitudes, qu'il a envie, qu'il a une volonté, même s'il n'a pas d'argent, l'idée n'est pas claire non plus, pouvoir t'accompagner. Et je signale que l'accompagnement n'est pas toujours payant. Il y a plein d'organismes qui font cet accompagnement personnalisé, etc., gratuitement à certains niveaux, évidemment. En tout cas, il faut le savoir. Voilà. Et bien voilà, voici une bonne information. Au MEDEF, c'est en partie. La CGPF, voilà. Au MEDEF, un exemple, nous avons la rencontre du monde économique qui se tiendra le 12 décembre et nous ouvrons cette rencontre à l'ensemble du territoire. Donc il y a des moments où, effectivement, où c'est payant, mais il y a des moments où c'est totalement ouvert parce que nous vivons une situation très éprouvée pour le territoire depuis le 1er septembre dernier.
Et donc, nos problématiques sont les problématiques du territoire. Donc, ce moment, cette rencontre du monde économique du 12 décembre est ouverte à tous, parce qu'on a besoin collectivement de réfléchir ensemble. On a besoin de pouvoir trouver ensemble les premières solutions. Mais le premier, j'ai envie de dire, levier, c'est s'écouter. S'écouter, prendre le temps de recevoir les réflexions de chacun et puis ensuite façonner ensemble. En tout cas, ce rendez-vous, et je rejoins vraiment à Laurence du faire ensemble, je crois que c'est un rendez-vous incontournable. Que ça ne soit pas uniquement dans des mots, mais ça se traduise dans des petites actions. Ce sont des petites actions qui, à l'arrivée, font de vrais résultats. Mais il faut c'est notre rendez-vous à nous, faire ensemble. Et comme disait Madame Sébastien, il n'est pas question de promotionner l'incompétence, mais toujours se poser la question, mais quel est le bien commun? Quel est l'intérêt général? Qui va porter, qui a le plus d'aptitude pour porter le bien commun? C'est ça. C'est cette question que nous devons nous poser et sortir dans les intérêts particuliers et ne pas, en tout cas, perdre, ne pas disperser, ne pas se priver de compétences. Des compétences dont on a besoin et elles sont là, elles sont en chacun et comme ça a été dit au début, elles n'ont pas de genre, elles sont dans tous les genres, les compétences. Et voilà, ils sortir des intérêts personnels, des intérêts de clan, mais dépasser tout cela. L'intérêt de tous, eh bien, il doit être porté par tous également. Voilà, nous arrivons au terme de notre table ronde, merci. Voilà, la parole est à vous maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, quel que soit l'intervenante ou à l'ensemble des participants, on vous écoute pour vos questions.